Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous pour cet entretien politique, émission enregistrée dans le cadre d'un TikTok Live. Notre invité est donc Franck Alizio. Louise reste évidemment avec nous pendant cette heure d'entretien, puisque tu vas relayer les questions de nos téléspectateurs. Bonjour, merci à vous d'être là. Bonjour. Vous êtes déclaré assez tôt dans cette campagne municipale, vous êtes même le premier, vous êtes déclaré candidat à l'élection municipale de Marseille, c'était le 18 juin dernier. Ça a permis aussi aux Marseillais de découvrir un petit peu qui vous étiez, parce qu'on ne sait pas grand-chose de vous. Qui êtes-vous, Franck Alizio? On connaît votre âge, vous avez 45 ans, on connaît un petit peu votre parcours. Là, je cite la fiche Wikipédia, en fait. Vous avez fait des études de droit à Aix-en-Provence et à Paris, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels, à l'UMP, vous avez été président des jeunes de l'UMP, mais on ne sait rien sur qui vous êtes véritablement. Quelles sont vos passions, par exemple? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez faire du sport? Alors, déjà, avant d'arriver aux passions, on va dire que je suis un Marseillais, depuis 3 générations. C'est les grands-parents qui sont arrivés à Marseille. Du côté paternel, c'était du Piémont. Mon grand-père est venu à 14 ans à Marseille. Il a commencé à travailler à 14 ans, d'ailleurs. Et du côté de ma mère, c'était rapatrié. D'ailleurs, ma mère est née à Tunis. Et ils ont été ensuite rapatriés. Ça, c'est pour l'arbre généalogique qui est très, très marseillais, au fond. Et puis, en effet, vous avez raison. Oui, j'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence, comme tous les Marseillais. J'ai grandi du côté de la Timone, puis du côté de Pont-de-Vivo. Je suis allé au lycée Marcel Pagnol à Saint-Loup. Et puis après, pour terminer mes études de droit, je suis monté à Paris les terminer. J'ai été en effet à l'UMP, j'ai même été en cabinet ministériel sous Nicolas Sarkozy, pour le coup, auprès de différents ministres. Roger Carucci, qui est marseillais, qui est marseillais, tout à fait, et qui a encore de la famille, je crois, à Marseille. Oui, un frère qui est... Exactement. Gastro, je crois. C'est ça, c'est ça. Gastro-entérologue. C'est ça. Et Pierre Lelouch, ensuite, qu'on retrouve maintenant sur CNews, et qui était aux affaires européennes, puis au commerce extérieur. Et de l'autre côté, j'ai fait 15 ans d'UMP en tant que président des jeunes, vous avez raison, toute une série de choses. Donc, jeune sarkozyste à l'époque, mais déçu à partir de 2012 et en 2015, je fais le choix. Vous traversez le Rubicon. Exactement, vous parce que du côté du Front National. Parce que je me dis que les idées pour lesquelles je me suis engagé quand j'avais 20 ans, moi je me trompe pour R4, c'est au RPR, c'est pas loin d'ici, c'est rue de Sainte-Cécile. Hein. À l'époque, le siège, il était là-bas. Et mes idées, elles étaient gaullistes. Mes idées, elles étaient le patriotisme, l'autorité, la méritocratie. Et petit à petit, cette UMP devenue LR, que je sentais petit à petit dériver vers quelque chose qui allait devenir le macronisme quelques années après, c'était pas moi, c'était pas ce pourquoi je m'étais engagé. Et mes idées, je les trouvé davantage défendu par Marine Le Pen, puisqu'elle allait devenir dans quelques mois après le RN. Vous avez ébauché les contours de votre itinéraire politique, mais d'une façon un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de politique? Alors déjà, la politique, malheureusement, ça prend. Vous allez en discothèque, vous allez voir les concerts? Non, enfin pas très fréquemment. Déjà, la politique, ça prend beaucoup de temps. Vous êtes un moine soldat ? Le temps libre, un petit peu, mais le temps libre, un petit peu, mais le temps libre, c'est la lecture. J'aimerais tellement lire davantage. Moi, je suis un passionné d'histoire depuis tout petit. C'est l'histoire qui m'a amené à la politique. J'aimerais lire des biographies, j'aimerais lire tout ce qui me passe par la tête. Même lire la presse, on n'a plus le temps quand on fait de la politique, quand on est en campagne comme ça. Moi, j'adore lire, c'est lire les séries, enfin les films, j'aime bien ça aussi. Les séries, laquelle, par exemple, là, je dois avoir une dizaine de séries. Pax Massalia, la 2e saison, mais j'ai à peine commencé. J'ai peux rien faire. Alors j'ai une dizaine de séries en retard. J'ai 10 ans de retard sur les autres en série, moi. Et puis pour m'aérer, la randonnée, l'été quand je peux, la natation. Mais voilà, déjà la randonnée, marcher, notamment en maison de campagne au Plan d'Ops à Sainte-Bonne, pas très loin de Marseille, mais où on peut commencer à marcher, à monter à la grotte. Voilà.
Marie-Madeleine à la grotte Exactement. de Plan-d'Ops. Alors vous êtes député depuis 2022, 12e circonscription. 12e circonscription, c'est du côté de Carry, en Suisse-la-Rhône. Le Rove, tout à fait. C'est pas à Marseille tout ça. C'est aux portes de Marseille. En 2022, vous étiez conseiller municipal, conseiller régional. Boum, cumul des mandats, vous êtes obligé de choisir et vous démissionnez du conseil municipal. Non mais est-ce qu'on peut démissionner du conseil municipal en 2022 et être candidat à la mairie de Marseille en 2025, puisque vous êtes déclaré candidat l'année dernière? Bah oui, parce qu'il faut, quand vous êtes le chef, quand vous êtes le patron départemental de votre famille politique, lorsque vous êtes le premier de cordée, il faut toujours aller sur les combats les plus difficiles. Moi, je suis Marseillais, je vous l'ai dit, je suis né, j'ai grandi, je vis à Marseille. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en 2000, j'aurais voulu rester à Marseille, j'aurais voulu être candidat à Marseille. J'ai été élu au municipal en 2020 à Marseille, dans le 11e et 12e arrondissement. Oui, vous quittez le mandat de conseiller municipal. Mais en 2022, Marine me dit, il y a à l'époque, on ne savait pas qu'on allait avoir un tel succès, que les Français allaient nous faire confiance au point de nous donner plus de 90 députés, puis 140 députés. Et donc, il y a une circonscription qui était gagnable pour notre famille, mais c'était très difficile. On s'acheminait on savait que ça allait être un duel LR-RN, des duels très difficiles pour nous. On en a gagné 2 en France. Et Marine me dit, il faut que tu y ailles, toi. Et je lui dis non, mais moi je préfère ça. Elle me dit, il faut que tu y ailles, c'est un combat difficile, t'es le patron, vas-y. Et donc, j'y vais et on le gagne. Et on le gagne à 1000 voix d'écart, on gagne sur Éric Diard, qui à l'époque était très bien implanté. Et je le gagne. Et après, je fais mon job de député, j'aime mon job de député, j'aime la circonscription. Vous auriez pu démissionner de votre mandat de conseiller régional. J'étais président du groupe à la région et donc il fallait continuer à avoir un chef et à manager une équipe et une opposition face à Renaud Muselier et une équipe de 30 conseillers régionaux. Donc je suis allé là où encore une fois mes convictions et ma famille avaient besoin que je sois. Et ma famille a besoin que je sois chez moi. Là ça tombe bien que je sois chez moi à Marseille pour cette campagne. C'est un rêve de gosse pour tout Marseillais qui fait de la politique de se présenter dans la ville où il a grandi. Justement, on a une question sur Marseille, de Marion. Marseille est multiculturelle. Votre projet rassemble la ville ou l'assume divisée? Elle rassemble la ville. Elle rassemble la ville parce que, je vous l'ai dit, moi-même, je suis un petit-fils d'une génération qui ne sont pas arrivés à Marseille. Je veux dire, le grand-père a une thèse de côté, la grand-mère sicilienne, l'autre piémontais, bon, avec un passage par la Tunisie pendant toute une génération. Ce Marseille, avec des gens qui sont venus de partout, des Espagnols, des Arméniens, des Pieds Noirs, et qui ont construit Marseille à la sueur de leur front, mais qui sont devenus plus Marseillais que les Marseillais, plus Français que les Français. Je le connais puisque c'est mon histoire. Moi, ma grand-mère, elle faisait les boulettes et le couscous. C'était l'héritage de la Tunisie. Donc, et puis à côté, il y avait la polenta, il y avait les pâtes, voilà. C'est mon histoire. Mais on se sent tous. Moi, je m'adresse à tous ceux qui se sentent passionnément français, passionnément marseillais. Voilà. Et tous ceux qui vivent pour Marseille et pour. Celui qui n'aime pas la France, qui n'aime pas Marseille, il n'aime pas sa place. Ça fait partie de son identité. Et alors, multiculturel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je sais que Marseille. Sentir algérienne, tunisien, comorien, tout en étant Marseille est française. Marseille est française. Marseille est provençale. Marseille elle est méditerranéenne. Encore une fois, j'ai aucun problème. Le produit de plusieurs cultures. On peut être aussi le produit de plusieurs cultures. Oui. Je le suis, mais il se trouve que je suis français. J'ai l'impression que vous avez plus d'indulgence pour les Italiens marseillais que pour les Tunisiens, Algériens, Marocains marseillais. J'aurais pu ajouter les Kabyles, j'aurais pu ajouter tous ceux qui se sentent marseillais dans les tripes et qui se sentent français dans les tripes, quelle que soit l'origine ou la religion. Et ça, moi, je me sens bien dans le. Mais je veux que tout le monde, pour que tout le monde puisse vivre ensemble, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait du respect. En revanche, ceux qui foutent le bordel n'ont pas leur place à Marseille, ou sinon ils ont leur place en prison ou quelque part où on les met hors d'état de nuire. Votre programme s'appelle Marseille en ordre, on aura l'occasion d'y revenir, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce titre générique. Mais une autre question, Louise, Alors, on attaque tout de suite sur le dernier sondage. Oui, on peut attaquer pour l'instant. D'accord, bon, tu me fais signe. Ouais, je te dis quand il y a une D'accord. Dernier sondage, sondage du JDD qui a été publié il y a très très peu de temps. Alors, je précise bien qu'il s'agit d'un sondage, hein. Donc c'est une photographie à un instant T. C'est pas le résultat de l'élection municipale, hein. Il y a de vraies élections pour ça, 15 et 22 mars prochain. Vous êtes au coude à coude, hein, avec Benoît Payan à 41%.
comment est-ce que vous prenez ces résultats? On a vraiment le sentiment que depuis 2-3 sondages, ça va se jouer entre Benoît Payan et vous. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à marginaliser tous les autres. Hein. Pour vous, c'est un duel. Hein. Écoutez, on ne va pas faire semblant. On sait qu'il va y avoir un match. Et on sait qu'il va y avoir, c'est peut-être pas un classico, c'est peut-être plus original, mais en tout cas, le match de demain, c'est le maire sortant et celui qui propose quelque chose de très différent de ce qu'a fait le maire sortant et qui peut le battre. Voilà. Bon, c'est moi. Il se trouve, c'est moi, c'est mon équipe, c'est Marseille en ordre. À partir de là, les Marseillais, ce sera clair. S'ils veulent continuer, s'ils trouvent que tout va bien, moi, toutes les opinions sont respectables. Hein. S'ils considèrent que tout va bien, il faut continuer avec M. Payan. Et s'ils veulent vraiment changer, je pense que aujourd'hui, le vrai changement à Marseille, le seul changement qu'attendent véritablement les Marseillais, parce qu'il est le préalable à tous les autres changements, c'est l'ordre. Voilà. Donc, soit on change, et le changement, c'est Marseille en ordre, soit on continue, et c'est le Marseille de M. Payan. Alors vous êtes donné à 31%, pareil que Benoît Payan au premier tour. Vous êtes battu au second, 43-42. Mais c'est normal, Challenger, il est favori. Non, il est assez rigolo, ce sondage. Il a été dénoncé d'ailleurs par les équipes de Martine Vassal, c'est un échantillon de 703 personnes qui a été interrogé. Or, la prise en compte des résultats du sondage, il a été ramené à 500 personnes. Ils ont estimé qu'il ne fallait prendre en compte que ceux qui étaient sûrs d'aller voter. Alors évidemment, ça trompe le résultat. Là. Quelle valeur on peut donner à un sondage comme celui-ci? Alors, 700, 500. Moi, je crois, je ne me suis pas penché sur le sondage, mais on m'a dit que si on prenait, je ne suis pas sûr qu'ils prennent que les gens sûrs d'aller voter, parce que si j'étais dans le sondage qui a été donné, je crois que je suis à 45 et au second tour en duel, et Benoît Payan est à 55, on est d'accord. Si on prend que les gens... 55-45. Si on est 55, voilà, exactement, 55 pour lui, 45 pour moi. Si on prend que les gens sûrs d'aller voter, alors après je vous laisse interpréter, je fais 51, il fait 49. Donc ils ne prennent pas que les gens sûrs d'aller voter, puisque le sondage officiel, ça a donné 55-45. Deuxième réflexion sur les gens qui ont critiqué le sondage, moi je m'en fiche, il y a eu 10 sondages, mais peut-être que du côté des amis de Mme Vassal, c'est l'un des rares qui n'ont pas payé. Attendez, les autres sondages, ils les ont payés. Alors quand un sondage n'est pas payé par eux, évidemment, ils donnent des résultats un peu différents de ce qu'ils souhaitent, et donc ça les énerve. Il y a quand même un truc... Il y a quand même un truc qui est délirant dans le sondage, c'est qu'au deuxième tour, il y a 2 hypothèses qui sont testées. La première hypothèse, c'est une triangulaire avec Sébastien Delogu. 43 pour Benoît Payan, 42 pour vous, 15% pour Delogu. Il y a une hypothèse 2 qui est testée, c'est Benoît Payan et Alizio, un duel. Payan 55, Alizio 45. Martine Vassal, elle n'existe pas au deuxième tour. À aucun moment. Elle n'est pas présente ni dans la hypothèse numéro 1, ni dans l'hypothèse numéro 2. C'est insensé, non? Vous irez demander à Opiniono, et j'en sais rien moi. Mais la quadrangulaire, vous l'avez, elle est au premier tour, puisque c'est pas Erwan Davout. Non, mais les 4, vous avez raison. L'hypothèse la plus probable, c'est que les 4 vont être qualifiés au second tour. Hein. Monsieur Delogu, Mme Vassal, moi-même et Monsieur Payan. Mais dans ce sondage-là, ils ne sont pas testés au deuxième tour. Mais non, mais la quadrangulaire, vous l'avez au premier tour. Vous l'avez, vous le savez. On fait 31, Monsieur Payan et moi. On élimine... Et Madame Vassal, elle ferait 20, et Monsieur Delogu, il ferait 14. On peut faire une triangulaire. Et potentiellement, on peut tester une triangulaire avec Martine Vassal, qui est 3e dans ce sondage. Oui. Dans ces cas-là, vous partez du principe que M. Delogu, pourquoi pas? Moi, je prends les sondages, honnêtement, je prends les sondages comme ils viennent. Hein. C'est pas... voilà. Bon. Les sondages payés par Mme Vassal, mettez Mme Vassal à 29. Vous voyez bien que là, pour le coup, c'est trafiqué. Alors, on a une question qui n'est pas du tout en rapport au sondage, mais à quelque chose qui va vous parler. Le pass famille Minot, vous en avez parlé, c'est pour accéder aux plages de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément? Parce qu'il y a un internaute qui nous demande si votre projet pass famille Minot senior a-t-il pour but de diviser ou de réunir? Est-ce qu'on peut revenir sur ce pass famille? Par définition, si je m'adresse aux Minots, aux familles et à nos seniors, c'est que je veux réunir. Ça part de quoi cette idée? Ça part de l'idée que sur nos plages et dans nos jardins publics, nos jardins municipaux, vous avez très souvent des individus qui viennent pour pourrir la vie des autres. Donc ça peut être parler très fort, invectiver, être sans gêne, gueuler, foutre le bordel.
avoir des comportements très déplacés envers les femmes, parfois de l'exhibition sexuelle. Enfin bon, ça on me l'a raconté au Catalan, hein, ce que je vous raconte, hein, les personnes qui se promènent le sexe à l'air en provoquant, en agressant les jeunes femmes qui y sont. On fume pas la chicha ou quoi que ce soit à côté des gens pour leur pourrir la vie. Donc moi, je veux de la sécurité et de la tranquillité pour tout le monde, dans les plages et les jardins. Donc l'idée, c'est parfois de veiller, qu'il y ait des agents qui veillent sans arrêt à ce que cette sécurité et cette tranquillité soient assurées pour ceux qui sont victimes de cette insécurité, cette incivilité, surtout des incivilités, c'est-à-dire les familles, les seniors et les minots. Parce que sinon, eux ne viendront plus. Et ce que je ne supporte pas, c'est que les plages et les jardins municipaux soient privatisés par certains de force, voilà, pour que monsieur et madame tout le monde ne puissent plus avoir accès. Donc on va leur garantir. C'est qui certains, privatisés le par bordel, certains. ceux qui font les incivilités, donc les délinquants, donc ceux qui vont avoir ce comportement, Et tout concrètement, simplement. qu'est-ce que vous proposez? Moi, je cherche pas à savoir qui c'est, je cherche à qui fait quoi. Et donc il y aura des personnes devant la plage pour contrôler qu'il y ait des gens donc que les gens amènent leur passe pour pouvoir accéder à la plage? Oui, enfin. Et donc ça sera en fonction de l'âge de la personne? Déjà, on va. Non, aussi, quand quelqu'un se comportera mal, il sera sorti, voilà, tout simplement. Il sera sorti du jardin ou de la plage, tout simplement. C'est une question de... encore une fois, il faut réapprendre à vivre ensemble. Et pour réapprendre à vivre ensemble, il faut se respecter les uns les autres. Voilà. Il n'y a pas des gens qui imposent leur mauvaise éducation, qui imposent leur violence, qui imposent leur incivilité aux familles et aux seniors qui ne peuvent plus profiter d'équipements publics pour lesquels ils paient des impôts, tout simplement. On rend l'espace public à tous, y compris à cette majorité silencieuse qui se pourrit la vie. La police municipale et la police nationale, évidemment que non. Qu'on voit régulièrement à vélo ou à pied arpenter les plages, entre autres des Catalans. Non, mais je ne parle pas que de la police municipale. Il y a la police municipale et il y a la police municipale. Mais non, vous le savez bien, le nombre de fois fait pas le job où j'ai eu des retours sur les plages, notamment l'été, de dire ce n'est plus possible, c'est invivable. Je ne parle pas des nuisances nocturnes et pour les riverains. Et évidemment que tout ça est une réalité concrète qui m'est revenue des Marseillais. Donc non, malheureusement, non. Il y a une question sur la légalité de ce pass. Justement, c'est pas discriminatoire du coup de faire entrer qu'une portion de la population en fonction de l'âge et sécurité. Le pass, c'est une expression, c'est un esprit. Donc il n'y aura pas de pass réellement. Non, concrètement, on sera particulièrement vigilant les jours et les heures, les périodes où les familles et les seniors viennent dans ces jardins et ces plages pour qu'ils soient tranquilles. Exactement. On est dans un esprit, on va pas créer un pass. Alors, on va évoquer les soutiens. Vous avez reçu ces jours-ci 2 soutiens. Le soutien de Reconquête. Bon, ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Et puis, vous avez reçu le soutien du Parti de la France. Alors, pour resituer le Parti de la France, c'est quand même un repère d'antisémites, de néo-nazis, enfin de personnes très peu fréquentables. Comment est-ce que vous avez reçu ce soutien vous le savez bien. Du Parti de la France? Vous le savez bien, j'ai fait un communiqué qui est on ne peut plus clair. Je n'ai aucun rapport avec ces gens-là, de près ni de loin. Il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent. Ces gens-là, le Parti de la France, ce sont des ennemis absolus de Marine Le Pen. Pour que vous en parliez? Maintenant, depuis 2 jours, c'est normal qu'on en parle. Mais depuis 2 jours, grâce à vous, le Parti de la France est très connu. Un repère d'antisémites est très connu. Ils ont atteint leur objectif. Ils ont fait du buzz. Ils ont fait du buzz. C'est un repère d'antisémites, de pétainistes qui ont été virés par Marine il y a 15 ans, 20 ans de cela, du Front National à l'époque. Ils ont été virés. Donc du coup, ils détestent Marine Le Pen. Ils la combattent et elle les combat. Elle ne laisse pas. Moi, j'ai vu Marine les combattre pendant des années et des années. Donc je trouve ça lamentable qu'on ait fait toute une... Enfin, on sait très bien que c'est de la provocation. Vous comprenez qu'on vous pose la question quand même.
J'ai répondu dans l'heure. J'ai évidemment répondu que ni de prix ni de loi. Enfin, vous parlez à un petit-fils de gaulliste. Vous parlez à des. Enfin, dans ma liste, il y a toutes les confessions religieuses. Je me bats contre l'antisémitisme dans ma campagne et bien au-delà. Je veux dire, c'est aux antipodes de ce que je suis. Et j'ai vu que c'était largement repris et instrumentalisé par deux petits groupes qui se connaissent très bien, c'est-à-dire les élus macronistes et les élus LFI, qui ont repris ça, évidemment, mais c'est scandaleux de manipulation, scandaleux de manipulation. On va faire le point sur le label La Provence qu'on aime, qui est un label que vous avez mis en place il y a quelques mois et qui, normalement, devait aboutir à le fait qu'un certain nombre d'élus vous rejoignent. La condition, c'était que s'ils adhéraient à ce label-là, il n'y aurait pas de candidat RN au second tour. Vous en êtes où? Parce qu'on a l'impression que ça végète un peu. Aujourd'hui, vous avez plusieurs étiquettes. RN, La Provence qu'on aime. Il y a le RPR que vous avez habilement subtilisé. Je n'ai pas habilement subtilisé. Ça fait énormément plaisir à Renaud Muselier. On l'a ressuscité. Renaud Muselier, il ne fallait pas qu'il abandonne et qu'il trahisse le RPR. Vous en êtes où? Est-ce que beaucoup d'élus vous ont rejoint? En tout, il y a 40 candidats qui porteront le label La Provence qu'on aime lors des prochaines municipales dans les Bouches-du-Rhône. C'était là où il pouvait se développer, là où il avait, ce pourquoi il avait été créé. Vous avez certes les élus, les candidats classiques qui sont soit Rassemblement National, soit UDR, mais vous avez également des candidats, je pense notamment à Éric Ledissès. Non, mais Éric Ledissès, ça fait des années. Vous le citez tout le temps, Éric Ledissès. À part Éric Ledissès, ça fait pas des années, qui est le maire de Marignane. Il n'est pas au Rassemblement National. J'ai pas dit qu'il était au Rassemblement National. Il est indépendant. Oui. Il est la Provence qu'on aime. Il est même toujours vice-président au département et à la métropole de Madame Vassal. Oui, qui ne lui a pas enlevé ses délégations. Absolument. Ah, oui. Mais c'est vrai que c'est ce nom-là que vous citez régulièrement. Un autre exemple. Voilà. Notre candidat à la Ciotat, Daniel Salinck, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui est notre candidat, qui n'est donc pas Rassemblement National, qui est une candidature d'ouverture et de rassemblement pour tous les Ciotadins, et il est la Provence qu'on aime. Il y a également, par exemple, des candidats qui ont signé qui sont entrés dans la Provence qu'on aime et qui d'ailleurs ont signé également une charte, ce qu'on appelle la charte municipale avec le Rassemblement National, mais qui pour l'instant ne veulent pas parce qu'ils préfèrent être élus sur leur nom et ensuite ils avanceront avec nous. Eh bien aujourd'hui, quand vous avez des candidats aux municipales qui n'ont pas de candidat RN face à eux, certains d'entre eux, pas tous évidemment, certains d'entre eux, c'est parce qu'ils sont en réalité entrés, ils ont le label La Provence qu'on aime, mais pour l'instant, ils ne veulent pas le révéler publiquement, ils veulent être élus sur leur nom, et c'est très bien comme ça. On ne va pas tarder à évoquer le programme de Marseille en Ordre, mais vous êtes le patron du RN pour l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Quels sont les objectifs? Garder Rognac, gagner Martigues? Est-ce que vous avez des objectifs précis sur des communes qui, vous l'espérez, pourraient basculer RN? Non, parce que si je vous donne des objectifs, après on va aller... Vous savez, en politique, souvent on a des surprises, là où on ne s'attend pas. Il y a peut-être des villes qui sont plus prenables entre guillemets que d'autres. On a 40 communes des Bouches-du-Rhône où nous soutenons, où nous avons un candidat. C'est un record absolu. En 2020, on en avait 20. Vous imaginez, on a doublé le nombre de candidats, le nombre de villes qui a un candidat soutenu par le RN dans le Bouches-du-Rhône. C'est un record absolu. Bon, déjà, il faut le noter parce que ça dit quelque chose aussi de cette campagne, ça dit quelque chose de la situation politique aujourd'hui de notre pays et de la Provence et de la volonté de changement et d'alternance. Au-delà de ça, nous avons des objectifs, évidemment. Regardez Rognac, c'est évident. Une belle victoire, en partiel en plus, d'autant plus difficile. Nous avons des objectifs, je ne sais pas, moi, je pense à Tarascon, je pense à la Ciotat, je viens de le citer. Il faut conserver Marignane, évidemment, à travers Éric Ledissès. Ce sera la victoire d'Éric Ledissès avant tout. Je pense à une ville comme Vitrolles, par exemple. Je peux penser à, vous savez... Martigues, de votre collègue à l'Assemblée nationale. À Martigues, avec mon collègue Emmanuel Foucard. Aubagne, avec mon ami Joël Melin. Voilà, on a quand même pas mal d'objectifs et de villes que nous pouvons faire basculer. Franck Alizur, on a une question au sujet des transports. Voilà, un internaute nous écrit pour vous demander, prévoyez-vous de la gratuité des transports pour les jeunes, par exemple, à Marseille? Moins de 26 ans, proposé par Martine Vassal. Exactement.
Alors, moi, autant... Alors, je précise juste, pardon Louise, mais une précision importante quand même. Les transports compétences métropole. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, c'est un vrai sujet parce que ça dit quelque chose. Autant j'en ai même fait la proposition avant qu'elle le reprenne, j'étais pour une réflexion et même avancer sur la gratuité pour les seniors et pour les enfants. Quand je dis les enfants, c'est vraiment les moins de 16 ans ou les moins de 13 ans, enfin, vraiment les enfants. Étendre encore la gratuité, je suis réservé parce que la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Ça veut dire que si vous élargissez encore la gratuité au-delà de ce qui venait vraiment en aide en termes de pouvoir d'achat aux familles à travers les enfants et à nos retraités et à nos seniors. Au-delà de ça, ça va vraiment coûter très cher. Et moi, je dis qui paie. Celui qui paie, c'est toujours le contribuable. C'est le contribuable provençal, c'est le contribuable marseillais. Donc, je ne veux pas que la gratuité aujourd'hui, pour faire plaisir, pour faire de la démagogie au cours d'une élection, soit des dettes et des impôts demain. Les dettes de demain sont les impôts d'après-demain sur nos enfants. Et les impôts de demain sont les impôts qu'on va payer et qui vont gréver le pouvoir d'achat. Donc vous allez payer en impôts ce qu'on vous aura donné en gratuité. On va reprendre de la main droite ce qu'on vous avait donné de la main gauche. J'aime pas ça. C'est assez étonnant ce que vous dites, Franck Alizio, parce que vous êtes député, je le rappelle, et vous avez voté au sein de votre mandat de député à l'Assemblée nationale, la baisse de la DGF. La DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, 5 milliards, 4,9 milliards pour être très précis, dans l'enveloppe de l'État qui est dédiée aux collectivités locales. Vous avez voté pour qu'on mette un coup de rabot sur cette somme, qui est une somme qui n'est pas négligeable. Comment, alors que vous vous présentez à la mairie de Marseille, vous pouvez voter un texte comme celui-ci ? Alors, qui est dédié, il faut préciser, aux métropoles, aux communautés d'agglo. Donc, la métropole est une communauté de communes. C'est des vases communicants. La métropole finance des tas de projets pour la ville de Marseille, et pas que d'ailleurs, pour l'ensemble des communes qui participent à la métropole. C'est-à-dire des collectivités qui sont des mastodontes hors sol, qui souvent font du gaspillage. Souvent, les électeurs, ces collectivités sont tellement hors sol qu'on ne sait pas exactement à quoi elles servent. Ce ne sont pas les communes. On a même, durant ce projet de loi de finances, augmenté les aides sur les petites communes, sur les communes qui en ont vraiment besoin. Là, on ne prend rien. On prend aux métropoles et on prend aux régions. On les incite à faire des économies sur leur train de vie. Oui, mais peut-être qu'avec ces 4,9 milliards... La possibilité de faire la gratuité pour les moins de 26 ans aurait été envisageable. Mais alors on les baisse comment, en tout cas, avec les impôts plus de... si on augmente sans arrêt les dépenses... Moi, je ne suis pas politique, monsieur. Si on dépense sans arrêt, davantage, si on ne fait jamais d'économie, c'est quand même extraordinaire. En face, il dit toujours il faut faire des économies, mais à quel moment voilà une économie concrète. Si on ne fait jamais d'économie, on ne pourra jamais baisser les impôts des Français, on ne pourra jamais alléger le fardeau fiscal des Français, on ne pourra jamais redonner du pouvoir d'achat aux Français. Donc si vous êtes élu maire de Marseille, vous baissez les impôts Alors, là aussi... Alors après, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je rappelle que lever l'impôt, c'est une taxe... J'ai entendu certains... C'est régalien, donc c'est à la main de l'État. Vous n'avez la possibilité de jouer que sur les taux. La taxe foncière. Exactement, c'est la taxe foncière principalement pour le maire de Marseille. Et du côté de la métropole, c'est la taxe des ordures ménagères, pour faire simple, et la contribution foncière des entreprises. Donc ce qu'on appelait avant la taxe professionnelle. Moi, encore une fois, j'ai entendu des candidats et des candidates dire je m'engage à baisser la taxe foncière, mais direct. Bon, ce sont les mêmes qui s'engagent à faire ça, qui ont augmenté les impôts depuis 20 ans, qui ont augmenté la taxe foncière, qui ont augmenté la taxe des ordures ménagères, qui n'ont pas baissé la CFE. Bon, donc... Je ne m'engage pas et je ne promets pas ce que je ne suis pas sûr de tenir. Ce que je suis sûr de tenir comme engagement, c'est de ne pas augmenter la taxe foncière durant l'intégralité de mon mandat et tant que je serai maire de Marseille. C'est un engagement qui va rompre avec tout ce qui s'est passé, puisque M. Payan a augmenté la taxe foncière de 14% durant son mandat, M. Gaudin auparavant, donc exécutif auquel participe Mme Massal, a augmenté la taxe foncière pendant des mandats et des mandats. Donc déjà, si les Marseillais ont la garantie de ne pas voir augmenter leur taxe foncière pendant l'entièreté de mon mandat, c'est-à-dire 6 ans, ce sera déjà un peu d'oxygène. Et dès que je peux, vous voyez, si je dis dès que je pourrai, dès que les finances de la ville le permettront,
les baisserai évidemment parce que je considère que pour attirer ça c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Les baisses dans d'impôts, on les promet et puis ça n'arrive jamais. Dans votre fauteuil, la semaine dernière, Mme Vassal a, je crois, promis une baisse de la taxe foncière de 10%. Louise. Franck Alizio, une question. Si vous gagnez la mairie de Marseille, visez-vous la présidence de la métropole ? Je ne le souhaite pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne le souhaite pas parce que je veux être un maire à 100%. Je ne veux pas avoir 36 000 casquettes. Je pense que quand on prend la responsabilité de la deuxième ville de France, il faut y être H24, 7 jours sur 7. Bon. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il faut, ça aussi, la petite guéguerre entre M. Payan et Mme Vassal, qui du coup ralentit le territoire, ralentit Marseille, c'est évidemment contre-productif. Au lendemain de ma victoire, par définition, il y aura les convictions entre mes convictions et celles de la majorité des maires divers droite et indépendants du département, dont parfois certains sont encore plus à droite que moi. Vous espérez avoir la majorité ? On aura une majorité, on saura s'entendre. À partir de là, on s'entend, c'est la priorité absolue pour les Provençaux et les Marseillais. On s'entend sur un contrat de gouvernance, sur des objectifs, sur 10 objectifs à atteindre durant la mandature métropolitaine. Et après, on se met d'accord pour trouver ensemble un président ou une présidente d'ailleurs de la métropole. Ah, avec qui on va se mettre d'accord. On n'a pas encore échangé. Ne dites pas que vous n'avez pas. On n'a pas encore échangé. Non, c'est pas possible. Non. J'ai plusieurs personne idées. Vous croit. J'ai plusieurs idées. Parmi ces plusieurs idées, allez, non, je ne peux pas. Une et un. Ça va mettre en potentiellement difficulté. Qui est à la tête de la métropole si vous gagnez la mairie de Marseille? Ça va mettre en difficulté les personnes que je citerai. Il y a des maires qui vont être réélus, qui sont divers droite, qui gèrent bien leur ville, qui ont la volonté de mettre au service de la métropole leur expérience. Et bien autour d'eux, ils auront un exécutif large qui aura toutes les sensibilités, y compris des vice-présidents du Rassemblement national. Et ensemble, nous relèverons la métropole ex-Marseille. Moi, je ne veux pas tout ramener à moi ou tout ramener au Rassemblement national. Bon. Tous ceux qui partagent nos objectifs, et je sais qu'il y a des maires avec qui on échange déjà et qui sont prêts à prendre la direction de la métropole avec nous. On va parler de votre programme, même si on l'a déjà pas mal évoqué. Marseille en ordre, évidemment, on a bien compris quelle était la priorité de votre mandat si vous étiez élu le 22 mars prochain. La sécurité en numéro 1. Alors, quelques chiffres. Multiplication par 3 de la police municipale, 2000 agents à horizon 2033, avec un poste de sécurité dans chaque arrondissement. Multiplication par 2 des caméras de surveillance, des drones qui vont survoler la ville, des brigades spécialisées, entre autres une brigade spécialisée anti-stup. Tu parlais tout à l'heure de l'égalité, on se demande si c'est possible d'avoir des brigades municipales anti-stup. C'est déjà en place à Béziers et à Perpignan. Bon, très bien. Moi j'ai quand même une question. On parlait tout à l'heure des finances, de la rigueur budgétaire à laquelle il fallait faire face. Comment est-ce que vous financez tout ça ? Parce que là, on parle de 2000 agents à horizon 2033, c'est-à-dire quasiment le double de ceux prévus par Benoît Payan à la fin de son mandat. En vendant une partie du Vélodrome. Alors on y reviendra. Après, chaque chose en son temps. Comment vous financez tout ça ? Alors, c'est tout simple. On l'a budgété, on l'a évalué. Évidemment, vous imaginez bien que le point central de mon projet a été budgété et évalué. Tout ce que vous avez dit, en effet, multiplication par 2 le nombre de caméras de vidéosurveillance. Oui, je l'ai dit, absolument. C'est en tout et pour tout. Après, ça fait un peu peur. 100 000. Non, enfin, c'est super sécuritaire. Ce qui fait les peur, drones qui survolent la ville pour surveiller. Ce qui fait peur pour les femmes qui rentrent tard chez elles, c'est d'être violées. Ce qui fait peur, c'est d'être cambriolées. Ce qui fait peur, c'est d'être tuées. Bon, allez, vous financez comment ? Donc, 100 millions, l'enveloppe globale de tout ce que je propose, sur quoi je m'engage d'ici 2033, évidemment, encore une fois, je ne vends pas l'intégralité de la vends pas mandature. du rêve. Je dis, on va le faire par étapes. Donc, une enveloppe de 100 millions. Le budget de la ville de Marseille, c'est combien ? C'est 2 milliards. 2 milliards, pardon. C'est 2 milliards, donc c'est 5%. Est-ce que au moment où la préoccupation première, mais absolue, la première préoccupation des Marseillais, c'est la sécurité. Ils le disent tous, ils le répètent tous sur le terrain, dans l'enquête d'opinion, c'est la sécurité. On ne peut pas consacrer 5% de plus du budget, c'est pas 100 millions sur 2 milliards. 5%. Franck Alizio, on donc, est au centime près en ce moment. Centime près.
On a Monsieur Vous êtes Payan en a pleine racheté. discussion du budget à Monsieur l'Assemblée Payan nationale. a racheté les Galeries Lafayette comme ça. 25 millions d'euros. Il a racheté les Galeries Lafayette comme ça, 25 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Un quart pour acheter les Galeries Lafayette. Tout ça pour faire de la com pendant la pré-campagne. Enfin, soyons sérieux. Je vais vous expliquer où on va trouver l'argent. On va faire tout d'abord, dès que j'arrive, un audit financier. Chambre régionale des comptes, cabinet indépendant, pour bien évaluer la situation financière de Marseille et demander à cet audit qu'on nous explique les pistes, qu'on nous dit les pistes d'économie, les pistes où on peut diminuer les gaspillages, lutter contre les gaspillages. Là, déjà, on va dégager pas mal de marge. Je tiens, ça ne dégagera peut-être pas de marge, ça c'est qualitatif, à un audit sur les ressources humaines. Je pense qu'aujourd'hui, nos agents municipaux souffrent. Ils sont mal gérés. Là, c'est mal géré, c'est inefficace. Et en plus, les agents municipaux souffrent. Ils le disent sans arrêt. Un audit, voilà. Monsieur Payan était un très mauvais manager, un très mauvais RH. La fonction publique de la ville de Marseille souffre. Voilà. Il faut les écouter, audit, il faut leur faire confiance. Moi, je ne changerai pas chaque année, parce que je ne sais pas gérer, de directeur général des services. Troisième audit, et c'est le plus important, c'est celui qui dégagera peut-être le plus de marge de manœuvre financière, c'est un audit sur le patrimoine et sur le foncier de la ville. La ville a probablement... Aujourd'hui, la ville ne sait pas de ce dont elle est propriétaire. Donc elle a encore moins le souci de rentabiliser son patrimoine parce qu'elle ne sait même pas exactement ce dont elle est propriétaire. Là, il y a des centaines de millions d'euros. Donc il y a probablement des choses que l'on pourrait céder parce que il n'y a pas de raison que Marseille... Vous vendez quoi, le palais du Phare? Il y a des centaines. On parle de centaines d'immeubles. On parle de centaines d'immeubles. On parle de centaines de terrains. Ben oui, ces centaines d'immeubles, centaines de terrains. Il y en a sûrement que l'on peut vendre. Ça sera peut-être d'ailleurs une bonne chose pour le bien en question que l'on vendra pour ce qui pourra être utile. Donc voilà, à partir de là, les 100 millions, vous les avez, mais encore une fois, relativement facilement en faisant ce triple audit de la situation financière de notre ville. Alors, Louise l'a évoqué, je ne sais pas si vous êtes un fan de l'OM, si vous êtes un fan de foot, si vous allez au stade régulièrement. Oui. Benoît Payan a estimé le prix de vente du stade Vélodrome à 1 milliard d'euros. Ça ferait une belle rentrée d'argent. C'est la moitié du budget de la ville de Marseille. Ouais. Il faut le vendre, le stade Vélodrome? Alors vous allez me dire non, parce que je sais que vous avez une autre idée. Exactement. Déjà, on ne le vend pas comme ça. On ne se débarrasse pas du stade Vélodrome. C'est un joyau. C'est le joyau de tous les Marseillais. Le bien commun des Marseillais. On y est attaché. C'est le bien commun de tous les Marseillais. C'est plus qu'un symbole. C'est le stade. Le Vel, c'est notre stade. C'est mythique. Donc évidemment qu'il appartient à tous les Marseillais. Mais justement, allons au bout de la logique. Faisons en sorte qu'il appartienne vraiment à tous les Marseillais. Déjà avec, alors attention, un garde-fou. La mairie de Marseille garde la majorité du stade. Je ne veux pas qu'il soit fait n'importe quoi. Après, vous faites un fonds citoyen. Mais en revanche, je fais un fonds citoyen après et je permets à chaque Marseillais de réaliser un rêve, c'est-à-dire d'être propriétaire d'une petite part du stade Vélodrome. Voilà. C'est ce qu'on appelle quelque part l'actionnariat populaire, c'est-à-dire que vous avez une part de ce stade qui vous fait rêver depuis des générations et des générations. Moi, mon grand-père aurait rêvé d'avoir une petite part du stade Vélodrome et à partir de là, ça dégage des moyens, en effet, pour la mairie de Marseille. Il n'y a pas que le fonds citoyen, il y a aussi demain, si CMA-CGM, si l'entreprise Écart, si des grandes entreprises marseillaises veulent investir, veulent acheter une petite part aussi du stade, ils seront les bienvenus. Mais on aura tous un objectif commun, c'est de faire ce stade le plus beau, de faire que ce stade soit à jamais le premier. Et si mon mandat permet de réaliser ce rêve, eh bien, j'en serai fier. Et en plus, c'est assez simple à faire. Il suffit que le stade devienne une société d'économie mixte et qu'à partir de là, la mairie reste majoritaire, mais que l'autre partie, la minorité, 40, 45%, 49% du stade, soit vendue, des parts symboliques, mais vendue aux Marseillais. Alors pour l'instant, on gérera ensemble le stade. Pour l'instant, tiens, j'ai cité De Gaulle. Pour l'instant, il y a un machin qui s'appelle le PPP. Vous êtes au courant de ça? Oui. Partenariat public-privé qui court jusqu'en 2045. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un remboursement qui a été signé de façon contractuelle entre la ville et un prestataire qui s'appelle Arema. Vous faites quoi avec ce PPP? Vous rompez le contrat?
Non, pourquoi Vous faites quoi? Déjà, on va négocier avec eux. On va voir la marge de manœuvre que l'on a. Et on va. Enfin, le projet n'est pas. Peut-être qu'ils sont intéressés aussi par ce projet. Enfin, parce que les engagements financiers que la mairie a pris, elle va essayer de les négocier, mais elle les tiendra. 453 millions d'euros, 457 millions d'euros, in fine en 2045, ça sera le coût du stade. Mais on va continuer. Chaque année, il y a un loyer qui est remboursé. Et entre autres par les contribuables marseillais, soit aux alentours de 30 millions d'euros. Donc contractuellement, il y a des choses qui sont figées. Si le contrat est cassé, vous serez dans l'obligation de payer des indemnisations à Arema sur les futures redevances construction qui n'auront plus lieu, et entre autres également sur l'exploitation et la maintenance. L'estimation, on n'a pas de chiffre précis, mais l'estimation de ça, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Pour quelqu'un qui veut faire des économies, mélanger de choses aujourd'hui. Casser un PPP, ça coûte une fortune. Mélanger de choses. Comment dire ? La propriété, la ville de Marseille est propriétaire du stade, donc on est propriétaire. À partir de là, tout ce que l'on doit dans le PPP, on continuera à le payer. L'un n'engage pas l'autre. Vous faites les deux. Vous gardez le PPP et les remboursements. On va essayer de renégocier. Qui coûtent aux Marseillais et vous rajoutez le fonds citoyen. Je ne rajoute rien du tout. Je prends rien aux Marseillais. Les Marseillais qui veulent devenir propriétaires du Vélodrome deviennent propriétaires. Je ne change rien à l'équilibre financier. Il n'y a pas d'économie sur le fait que les Marseillais deviennent propriétaires. Mais oui, parce que l'argent qui va se dégager de cette vente, ça servira à la mairie de Marseille pour notamment continuer à honorer ce que l'on doit dans le cadre du PPP. C'est deux choses parallèles. Ça passera, vous le savez, de façon obligatoire, contractuelle, par une négociation avec Arema. Si Arema ne veut pas rentrer dans la proposition, ou enfin refuse la proposition qui est la vôtre, si on ne négocie pas, si on ne cherche pas à négocier entre la ville et d'autres, c'est pareil pour le port, c'est pareil pour tout. Alors on ne fait plus rien. Je pose la question. On ne fait plus rien. L'impression que vous mettez la charrue avant les bœufs. Et évidemment que ça passe par une négociation, mais ça passera par une négociation. Et les deux choses, il n'est pas question que la ville revienne sur ses engagements financiers par définition. Franck Alizot, à propos de cette mesure, que les Marseillais puissent acheter une part du Vélodrome, une partie du Vélodrome. Sur TikTok, là, beaucoup de personnes nous écrivent en commentaire qu'ils ont peur, en fait, que ça soit qu'une partie des Marseillais les plus fortunés qui puissent acheter une part du Vélodrome et que finalement ça divise encore. Que répondez-vous à cela ? Ça peut s'encadrer. C'est-à-dire que déjà, la part, l'action, je ne vais pas appeler ça une action, mais si on était dans l'économie pure, ce serait une action d'une entreprise. L'action sera un montant très raisonnable pour que chacun puisse y avoir accès. Et puis on peut mettre des garde-fous. On n'est pas obligé de laisser. Quand on vend, on peut donner la priorité à ce qu'on appelle les petits actionnaires, qui seront tous les Marseillais, et on veillera à ce qu'évidemment il n'y ait pas un hold-up. Non, c'est tout à fait vrai. On y veillera. C'est l'avantage que la mairie reste majoritaire, qui est un cahier des charges, qui est toute une série de garde-fous qui empêchent évidemment 2-3 grosses fortunes. Gros investisseurs qui s'emparaient, attention, d'une minorité, encore une fois, du stade Vélodrome, puisque le stade Vélodrome resterait à majorité aux mains de la mairie. Mais le but, c'est vraiment que ce soit les Marseillais qui achètent, donc on mettra tous les garde-fous de manière à ce que ce soit les Marseillais, et avant tout les Marseillais, et pas les plus fortunés, et pas des investisseurs qui ne font pas ça avec le cœur. Compétences de la mairie, on a évoqué la sécurité, compétences de la mairie, le logement, entre autres lutte contre le logement indigne. Alors j'ai un peu regardé votre programme, vous évoquez par rapport à la lutte contre le logement indigne, dont on sait que c'est un vrai problème à Marseille. 40 000 logements sont localisés et ont été pointés comme étant des logements indignes. Vous évoquez un cercle vertueux, ordre, propreté, attractivité. Je comprends pas. C'est quoi le rapport entre les trois pour lutter contre le logement indigne ? Il me semble. Non, mais moi, j'ai pas. D'accord. Je vous l'explique alors. Il me semble assez évident. Je veux dire, pourquoi dans le centre-ville
la valeur des biens s'effondre et personne ne veut aller investir dans le centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut aller vivre, investir, acheter dans le centre-ville. Parce que la sécurité n'y est plus garantie, parce que la propreté n'y est plus garantie, parce que dès que vous avez un bien, il est tagué, et dès que vous avez un bien, il est squatté. Donc tout ça, ça s'appelle l'ordre. C'est-à-dire la sécurité et la propreté. Et tant que vous n'aurez pas le retour de l'ordre dans la ville, et en particulier de l'ordre dans le centre-ville, eh bien vous aurez beau investir tout, et on l'a fait depuis des années, enfin on l'a fait, non d'ailleurs on l'a pas fait, mais vous pourrez investir tous les milliards du monde, eh bien quelques mois, quelques années après, vous retrouverez l'habitat tout aussi dégradé, toujours en insécurité, et personne ne voudra aller y investir. Donc d'abord, on rétablit, enfin on le fait de manière concomitante, mais ce que je veux dire, c'est que si on ne rétablit pas la sécurité et la propreté dans le centre-ville, alors ça ne sert à rien. Toutes les rénovations du monde, qui ne sont pas faites d'ailleurs jusqu'ici, mais toutes les rénovations du monde, tous les investissements du monde, ce sera un pansement sur une jambe de bois. Alors, ça sera du temps perdu, ça sera de l'argent perdu. Donc c'est un préalable. Et ensuite, la mairie doit prendre les choses en main, doit aller voir les propriétaires et leur dire voilà, votre immeuble doit être rénové. Est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, alors j'exerce. C'est ce que fait déjà la ville de Marseille. J'exerce mon droit de préemption. Mais c'est ce que fait la ville de Marseille. Non, manifestement non. Sur les 40 000, il y a eu quelques centaines de logements de réhabilités et de rénovés. Non, la ville de Marseille est très en retard là-dessus. Les effectifs n'a pas fait grand-chose. Multipliés par, j'ai plus le chiffre en tête, mais regardez, on est toujours à 40 000. On est toujours à 40 000. En 40 000, le bilan vous de pas M. dire Payan est plus qu'homéopathique, qui est quasiment mirifique. Eh bien oui, je suis désolé. Et à un moment donné, on prend un immeuble, par exemple, on dit voilà, bon, ben, dans ces cas-là, on le préempte, on rénove, ou on trouve un acheteur qui va rénover, dans ces cas-là, le prix sera différent, ou on rénove et on revend. Mais ça, pour que le centre-ville redevienne attractif pour des investisseurs, parce que tant que vous n'aurez pas d'investisseurs, ça ne marchera pas. Il faut, in fine, qu'il y ait des gens, des investisseurs privés, des propriétaires qui veulent réinvestir. Aujourd'hui, le propriétaire, il est maltraité par la mairie de Marseille. Il a une taxe foncière qui s'envole, il a des squats qui se multiplient, il y a des tags qui recouvrent ses maisons. C'est tout ça qu'il faut remettre en ordre et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et après, évidemment, on sera dans ce que j'appelle un cercle vertueux. Alors, il y a peut-être aussi un déficit de logement dans le centre-ville. Oui. Vous le disiez, les gens n'habitent plus dans le centre-ville pour des questions de sécurité. Il y a peut-être aussi un manque de logements dans le centre-ville. Et puis, il y a des logements aussi qui sont entre les mains de marchands de sommeil, qui font l'appui et le beau temps sur le tarif des loyers, sur les gens qui mettent à l'intérieur, qui virent parce que ça ne leur convient plus. Comment vous faites là pour mettre de l'ordre dans tout ça, justement, pour reprendre un terme qui vous est cher? La rénovation, on parlait de investir, enfin, construire dans le centre-ville, ça veut dire quoi? En réalité, on n'a pas d'espace pour construire dans le centre-ville. C'est ce qu'on appelle reconstruire sur la ville, c'est-à-dire détruire les habitats trop dégradés qu'on ne peut pas rénover et reconstruire à la place un immeuble neuf, donc essayer de gagner en densité, en hauteur, mais surtout en esthétique. Voilà, je n'ai pas envie que notre centre-ville, qui est pour une grande part classé, qui est un centre-ville ancien, qui donc peut bénéficier, ceux qui y investissent peuvent y bénéficier d'avantages fiscaux. Je pense aux lois Malraux, à toutes les lois comme ça sur les quartiers et les zones classées, qui peuvent bénéficier d'avantages. Et à partir de là, dans ces nouveaux immeubles, donc reconstruits ou rénovés, vous pouvez remettre dans le centre-ville, parce que le centre-ville en a besoin, vous pouvez y mettre du logement social. Le logement social que je veux en priorité, moi je ne suis pas anti-logement social, je veux un logement social, comment dire, digne, encore une fois, on retrouve la sécurité, la propreté, et avec des gens à l'intérieur qui le méritent et qui le respectent. Voilà. Et ma première priorité dans le centre-ville, ça sera de remettre, puisque ça fait partie du logement social, c'est considéré comme logement social, c'est mettre des étudiants, des logements étudiants, c'est du logement social, et des résidences seniors, pour faire de l'intergénérationnel. Si je pouvais avoir des immeubles, de l'habitat intergénérationnel, ça permettrait de faire revivre toutes les générations et toutes les catégories sociales. Ben, le logement social, ça fait partie, comment dire, quand on donne un permis de construire à un investisseur privé, ben, par définition, il est obligé d'avoir les 25% de logement social. Oui, non, parce qu'il y a le parc privé et puis il y a le parc public.
qu'il faut rénover, qui ne se porte pas très très bien. Si, il y a tout un parc public avec plusieurs opérateurs, un qui dépend du département, d'autres qui dépendent de la ville de Marseille. Rénover le parc logement social de la ville de Marseille, vous savez combien de logements ça concerne, et est-ce que vous l'avez chiffré? Moi, je veux rénover. C'est compliqué à chiffrer ça, parce que vous savez qu'il y a plusieurs acteurs dans cette affaire. Mais encore une fois, moi je veux bien rénover. Une dernière fois, parce il y a des endroits qu'on a rénovés. Enfin, je me rappelle de je crois que c'était à Herbel, dans l'11e et 12e, où on avait rénové un équipement public qui avait été brûlé avant même qu'il soit réinauguré. Du coup, bon, moi je ne veux pas que l'on rénove pour ensuite rénover à nouveau dans un an. Donc, si je n'ai pas la garantie d'avoir des personnes à l'intérieur qui respectent le logement social, parce que le logement social, c'est un effort de la collectivité nationale et donc marseillaise, municipale, qui respecte, où j'ai rétabli la sécurité, où j'ai rétabli la propreté, eh bien, je ne suis pas d'accord pour verser toujours l'argent du contribuable, toujours l'argent des Marseillais dans un tonneau des Danaïdes. Louise. Oui, Franck Alizio, donc on a une question toujours par rapport au logement, et notamment dans le centre-ville. C'est une question très prégnante. Que comptez-vous faire par rapport au Airbnb donc, qui gagne du terrain? Typiquement, c'est une bonne question, parce qu'on se dit comment on fait pour rendre le centre-ville attractif pour les investisseurs et ceux qui veulent venir. Benoît Payan a pris des mesures. Y investir. La mesure qui est prise... De limitation. Tout à fait. La mesure de limitation que M. Payan a prise est bonne sur un tout petit périmètre. Sur un tout petit périmètre, le Airbnb se concentre à 80% sur le pourtour du Vieux-Port, à Marseille. Exactement. Le pourtour du Beaucoup dans le quartier du Panier. Lui, il a pris cette mesure pour tout Marseille. Il a pris un marteau pour tuer une mouche. Dans le pourtour du Vieux-Port, sa mesure de restriction drastique est la bonne, parce on était à un trop-plein de Airbnb Land. Mais dans tout Marseille, cette mesure est complètement disproportionnée. Donc je suis pour établir des quotas selon les quartiers. Les quartiers où il y a trop de Airbnb, il faut des quotas stricts, un peu dans l'esprit de ce qu'a fait M. Payan. Mais dans 80% des quartiers de Marseille, ces quotas doivent être évidemment assouplis. Et ce que j'aimerais aussi, toujours pareil, pour inciter à rénover, pour lutter contre l'habitat dégradé ou indigne, c'est dire, y compris dans les zones très tendues, dans les zones où on va être très strict, faire un deal avec les investisseurs en disant, voilà, vous voulez investir dans cet immeuble parce que vous voulez en faire du Airbnb. Eh bien, si vous le rénovez totalement, si vous refaites cet immeuble totalement aux normes, eh bien, pendant un temps, il faudra avoir le temps que ça ait du sens pour l'investisseur, 1 an, 2 ans, vous serez exonéré du quota. Vous pourrez faire du Airbnb librement. En échange, vous aurez rendu service à Marseille en réhabilitant totalement, en remettant à neuf un immeuble, des appartements. Donc c'est du gagnant-gagnant, c'est du donnant-donnant. C'est ça aussi l'économie. Il faut faire progresser Marseille pour enrichir Marseille, pour embellir Marseille. Il faut trouver du gagnant-gagnant, sinon vous ne ferez rien progresser. Tiens, en parlant d'économie, il y a Philippe Corsia. Qui c'est Philippe Corsia, oui. Président de l'Union patronale pour le département des Bouches-du-Rhône. C'est le MEDEF, c'est la même maison. Il a fait un courrier avec des propositions concrètes à l'ensemble des candidats, sauf LFI. Mais vous avez reçu ce courrier, vous y avez même répondu. Tout à fait. Alors, les propositions, on ne les connaît pas encore, on les connaîtra... On a validé un principe. Les propositions, on les connaîtra un petit peu plus tard, au mois de février. Mais entre autres, on sait qu'il a évoqué un référent UPE 13 à la mairie centrale. Vous y êtes favorable ou pas ? Je suis très favorable. Je considère qu'on ne gère plus la ville de Marseille comme l'a géré, paix à leurs âmes, Gaston Defferre et Jean-Claude Gaudin. On n'est pas enfermé, un peu comme le gère d'ailleurs M. Payan. On n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire. Ça marchait peut-être dans les années 70, dans les années 80. Ça marche plus aujourd'hui. Il faut sans arrêt être en contact avec le terrain, sans arrêt travailler avec le monde économique. Mais pas que le monde économique, le monde sportif. À chaque fois que vous avez un projet, à chaque fois que vous avez des idées bien précises, des propositions, eh bien, il faut en discuter avec les spécialistes, avec ceux qui vont ensuite devoir vivre avec ces projets, faire vivre ces projets et tester avec eux.
l'appliquer avec eux, le mettre en œuvre avec eux. Il faut sans arrêt que la mairie de Marseille soit la première partenaire des entreprises, la première partenaire des artisans, des commerçants. C'est comme ça qu'on fera redémarrer, qu'on fera à nouveau rayonner l'économie marseillaise. Donc je suis complètement d'accord pour avoir un référent entreprise dans mon équipe au quotidien au sein de la mairie de Marseille. Dans le prolongement, je te donne la parole juste après Louise. Il y a Florence Blick qui est la nouvelle présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise qu'on a interrogée il y a quelques jours dans le cadre de Dimanche en politique, et quand je lui ai posé la question de savoir quelle était l'une de ses priorité, l'une de ses attentes par rapport au prochain maire en termes économiques, elle nous a dit la mise en place d'un guichet unique. C'est trop compliqué. On a trop d'interlocuteurs. Est-ce que là aussi vous y êtes favorable ? Elle a totalement raison, et là pour le coup, je ne sais pas à quel moment elle a fait la proposition, mais c'est dans mon projet économique qui a été rendu public il y a maintenant 15 jours exactement. C'est la maison des entrepreneurs. On a appelé ça la maison des entrepreneurs. C'est un vaste guichet unique, ça dépasse le guichet unique. C'est un endroit où vous pouvez en effet régler toutes vos démarches administratives qui ont lien avec la mairie évidemment. Mais si on veut mutualiser cette maison des entrepreneurs avec la métropole, avec le département, avec la région, je suis pour aussi. Régler toutes vos démarches administratives. Pouvoir créer une entreprise en 24 heures. C'est ambitieux, mais c'est réalisable, ça existe dans d'autres grandes villes de France et d'Europe. Avoir un endroit où vous pouvez dire, voilà, moi je vais créer cette entreprise, mon entreprise, à quoi j'ai droit ? À quelle subvention, à quelle aide, à quel prêt j'ai droit ? Et on vous répond en une seule fois. Il faut simplifier la vie de nos entrepreneurs. La ville n'est pas là pour régenter l'économie. Elle ne va pas créer la richesse, elle ne va pas créer l'emploi, la mairie. Elle est là pour faciliter la vie de ceux qui créent la richesse, de ceux qui créent l'emploi sur notre territoire. Un guichet unique, ce que j'appelle la maison de l'entrepreneur, ça fait partie des bonnes idées pour les aider. Franck Alizio, alors une question, enfin plutôt une interrogation de plusieurs internautes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. C'est sur votre légitimité. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de légitimité à Marseille, alors que vous vous êtes fait élire du côté de Berlétan, Vitrolles, Marignane. Ma légitimité, c'est celle d'un Marseillais qui est né à Marseille, qui vit à Marseille depuis 3 générations, mais je pourrais l'être depuis quelques décennies, ce serait pareil. Encore une fois, je suis allé, vous savez, il n'y a pas un électeur en Marseille et hors Marseille qui me fait ce reproche. Pourquoi ? Parce que les électeurs, ils s'appellent pas, voilà, ce sont pas des opposants politiques qui cherchent. Il y a tellement peu, ils trouvent tellement rien contre moi qu'évidemment ils vont chercher des trucs extraordinaires. Les électeurs me disent toujours, Monsieur Alizio, nous on sait que je dis souvent, si Marseille tombe, la France tombera. Oui, mais avant la France, ce sera la Provence. Si Marseille tombe, la Provence tombera. En étant candidat à la mairie de Marseille, en voulant rétablir l'ordre à la mairie de Marseille, en voulant faire la guerre au trafic, la guerre à la criminalité, la guerre à la délinquance à Marseille, je protège toute la métropole et toute la Provence. Parce que les délinquants, les trafiquants de drogue, les criminels, ils ne connaissent pas les limites administratives des communes. Quand Marseille est gangrénée, c'est toute la Provence qui est gangrénée. Donc moi, j'ai aussi un esprit d'équipe. Je sais très bien que, il y a beaucoup de choses il y a des problèmes qui sont municipaux et métropolitains, naturellement, et des solutions qui sont municipales et métropolitaines. On dit souvent, le maire de Marseille, il faut aussi qu'il parle métropole. Ma circonscription, elle est aux portes de Marseille. À une rue d'écart, vous êtes à l'Estac et Europe, franchement. Enfin, c'est un débat, je me sens 100% marseillais et beaucoup plus légitime que ceux qui ont fait échouer et pourri Marseille depuis des décennies, comme le personnel politique sortant que j'ai en face de moi. Ok. Franck Alizio, il reste 3 minutes d'interview. Je vais vous poser 3-4 questions, mais vraiment réponse très, très rapide. Il y a une enquête qui a été ouverte à votre rencontre pour détournement de biens publics. C'est la région qui a interpellé le procureur de la République. Omission auprès de la HATVP, c'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Omission d'avoir précisé que 2 collaborateurs parlementaires sont employés par la région. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, pas du tout. Sur les employés, on a été clair. Moi, je suis à la disposition de la justice. Vous avez été entendu déjà Non. Qu'on me pose des questions et j'y répondrai du mieux que je peux. La subvention SOS Méditerranée, vous la maintenez ou pas ?
Évidemment que non. 130 000 € votés par la mairie de Marseille. Évidemment que non. Pour quelle raison? Je vais vous le dire. Vous vous rendez compte que c'est une association qui va chercher des femmes, des enfants qui sont en train de se noyer au milieu de la Méditerranée? Ouais, c'est malheureusement beaucoup. C'est la réalité, Franck Alizio. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. C'est un projet politique, c'est un projet idéologique. Ça encourage des gens à prendre des risques, à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée au risque de leur vie. Tout ça est un projet politique, idéologique, qui n'a rien malheureusement d'humanitaire. Tout ça est faussement humanitaire. Moi, je vais, des gens qui pour se simplifier parce qu'ils sont les chassés choses, de leur pays pour des diverses raisons, à un moment donné, économiques, environnementales, etc. On les laisse se noyer au milieu de la Méditerranée. Même qui disent ça ne les veulent pas dans leur quartier, ne les veulent pas chez eux. Tout le personnel politique qui dit ça vit confortablement dans les quartiers chics et ne veut surtout pas voir un migrant ou quelqu'un dans une situation difficile. Bon, toute l'hypocrisie humaine, voilà, bref. Il faut des règles pour gouverner en politique. Moi, je vais me fixer une règle, vous voyez, au moins parfois elle me coûtera, parfois elle m'avantagera, mais ce que je sais, c'est qu'elle rapportera aux Marseillais 1 € dépensé par la mairie de Marseille, ça sera 1 € dépensé pour les Marseillais. Voilà. L'argent des Marseillais servira aux Marseillais. Voilà. À partir de là, je ne vais pas jouer au ministre des Affaires étrangères marseillaise. Il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. Je ne vais pas dépenser l'argent des Marseillais à l'autre bout du monde. L'argent des Marseillais, du contribuable marseillais, servira pour Marseille. On a déjà assez de difficultés, de misère, de gens malheureux à Marseille pour s'occuper en priorité de Marseille. Encore une fois, l'argent à l'État de faire ce boulot-là, si l'État veut subventionner, la diplomatie, l'humanitaire, c'est l'affaire de l'État. L'affaire de la mairie, c'est de s'occuper de Marseille. L'argent des Marseillais doit servir à tous les Marseillais. Voilà. Louis, tu as une dernière question ? Non, pour l'instant, non. Bon, alors, une dernière question avant la toute dernière question. Donc, c'est donc l'avant-dernière question. Est-ce que je suis clair ? Oui, ça va. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Le CRAN qui dénonce la sous-représentation critique des élus noirs à la ville de Marseille. Alors, tous les partis sont concernés. À Marseille, par exemple, il y a une seule conseillère municipale qui est une dame de couleur pour une ville aussi métissée, avec une diversité démographique ancienne et massive. Est-ce que ce n'est pas incongru, cette situation ? Écoutez, c'est en fonction, moi, des demandes que j'ai qui viennent vers moi. Par exemple, concrètement, dans mon équipe, j'ai mon amie Gabrielle qui est ultramarine, je crois qu'elle est de Guadeloupe d'origine, voilà, marseillaise, elle est dans le 11e arrondissement, je la connais depuis des années et des années, elle est dans mon équipe, elle sera sur ma liste, et parce qu'elle le veut, parce qu'elle le souhaite, parce qu'elle sera utile, tout simplement. Moi je ne regarde ni la couleur de peau, ni la religion, ni l'origine, je cherche chez ceux qui vont avec moi changer Marseille, l'envie, l'énergie, la sincérité, les convictions et les compétences. Et là, ce sera la dernière question. Merci Thierry. Vous êtes élu maire de Marseille le 22 mars prochain. Quelle est votre première décision ? Vous êtes derrière le bureau de maire, vous avez le stylo. C'est quoi la première décision que vous prenez ? Je m'occupe de sécurité. Je m'occupe de sécurité, je prépare mon budget pour pouvoir lancer les tout premiers recrutements, pour pouvoir lancer les caméras de vidéosurveillance, pour pouvoir faire entrer Marseille dans le dispositif voisin vigilant. Vous voyez, il y a 1 an, je suis pas méchant, je suis plutôt partageur. J'ai dit à M. Payan à l'époque, regardez, il y a une bonne idée, ça marche. Là où il y a voisin vigilant, le dispositif, ça fait 30% de cambriolage en moins. On est la capitale française, malheureusement, des cambriolages. Voilà. Vous êtes sûr de ça ? Bon, on est à égalité, oui. On est à égalité avec Aix-en-Provence. C'est terrible parce que du coup, la métropole a le monopole. Tantôt, c'est Aix-Calais-d'Or, tantôt, c'est Marseille. Bon, mais il a dit non. Bon, moi, l'une des premières mesures, ça sera de chercher à faire ça. Ma première priorité, mes premières décisions, ce seront en matière de sécurité. D'ailleurs, l'une de mes premières sorties, ce sera avec la police municipale sur le terrain. Comme Martine Vassal. Merci beaucoup Franck Alizio. Merci bien, on a dépassé l'heure. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur France.tv et sur YouTube où il y a plein d'autres entretiens politiques. À partir de 18h. Ouais, Menton, oui, et puis même sur la chaîne YouTube, il y a plein de choses vraiment très très intéressantes sur la longueur. C'est ce qui fait toute la qualité des échanges avec Louis Sarkozy, la situation à Menton, et puis à venir Toulon et beaucoup d'autres villes. Et puis évidemment les autres candidats à l'élection municipale à Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Louise. Merci Thierry, merci.